Ça ne veut pas dire, moi, je suis loin de l'enfant roi, là. Moi, je suis là. Je suis loin de là, s'il y en a qui pensent que je suis hey boy. Non, moi, je suis plutôt un homme qui va aimer à ce que l'enfant expérimente, qu'il fasse des erreurs, qu'il vive des échecs. Ça, on ne pense jamais à ça. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. J'ai déjà fait une petite folie comme ça, à un moment donné, dans mes stages en enseignement, à un moment donné, à l'Université de Trois-Rivières. J'avais une petite classe de deuxième année. Et puis, il y avait toujours les bols, entre guillemets, celles qui réussissaient mieux que les autres. Là j'ai dit... Non, il me semble que ce serait le fun, cette classe-là, s'ils vivaient quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous avez fait? Je leur ai préparé une dictée de 4e année. Et là, je suis allé installer dans une autre salle des cartons avec des émotions qui ont pu vivre pendant la dictée. Parce que là, moi, j'étais sûr que je les mettais tous en échec automatiquement. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs. Mais on a pu parler après. C'est quoi la vie? Est-ce que des échecs, on en vit dans la vie? C'était fabuleux, là, ce qui peut sortir de là. Ouais, et pour... ben oui, mais à mon sens, c'est quelque chose qu'on aurait avantage à vivre dans nos classes. Oui. T'sais? Puis même les parents, de vivre une situation d'échec avec son enfant. Pourquoi pas? T'sais? À condition qu'on la récupère, bien sûr. T'sais? Alors, tout ça nous amène à la confiance, finalement, au bout de la ligne. C'est de comprendre qu'il peut arriver des moments durs dans la vie, puis il y en arrive à tout le monde. Moi, ça a été des épisodes de troubles bipolaires, ça a été la dépression, tout ça, c'est correct, là, mais... Il y a une lueur d'espoir tout le temps. Il y a on peut être heureux par la suite. C'est ça. C'est ça. C'est comme que, bon, dans mon dernier livre, je raconte, entre autres, le cancer de ma conjointe, le cancer de Fabienne. Comment vous avez vécu ça? Bien, c'est ça. Fabienne allait passer simplement un examen de routine. Puis là, je l'attends dans la voiture dehors. Puis là, elle rentre dans la voiture, puis là, elle se met à pleurer. Oh, j'ai pogné mon air. J'ai pogné mon air un peu. Mais en même temps, moi, Fabienne, c'est comme... c'est la femme forte de l'Évangile, on va l'appeler de même, là, si vous voulez. Là. Elle va toujours rebondir, il va toujours y avoir quelque chose, tu sais, puis... Mais là... Là, c'était pas le cas. Là. Non, là, c'était pas le cas. Puis, elle dit... tu sais, Richard, elle dit... sur mon dossier, il y a le spécialiste, il a pris une étampe, puis urgent. Il faut que ça se fasse là. T'sais. OK. Fait que là, elle a su qu'elle avait un cancer de l'utérus. Bon. S'informe. Fabienne est une nature à s'informer. On va voir le spécialiste, le chirurgien, 5 jours avant l'opération. Puis là, on est assis tous les deux devant lui. Puis là, il regarde Fabienne, il dit, « Vous savez, madame, le cancer de l'utérus, dans 95 % des cas, ça se passe très bien. Vous, madame, vous êtes dans le 5 %. » Là, ça a été... Là, c'est un choc, mais c'est comme si, pour moi, c'est là que j'ai pris conscience réellement de ce qui se passait. Je pouvais perdre Fabienne. Fait que... Puis là, là, j'ai dit, Fabienne, on s'en va passer quelques journées dans Charlevoix. Ça te tente-tu? On est allé... on s'est organisé, payer du bon temps dans Charlevoix
Pour se changer les idées également, là, après avoir... Bien, se changer les idées. Même si on doit toujours quand même avoir ça dans la tête, mais au moins pour... C'est ça, de se dire, bon, mais garde la nature, il n'y a rien de mieux. Fait qu'on est allé passer du bon temps dans la nature. C'est ça qui était notre priorité. Puis on aime ça, ce coin-là. Puis sa fille s'est mobilisée, sa fille qui demeure à Saint-Jovite, à Mont-Tremblant. Rapidement, elle est venue nous trouver à Québec. Alors, elle a été vraiment d'un soutien incroyable. Mais là, c'est deux choses. Moi, je devenais là le membre de l'entourage. Quand j'ai vécu mes épisodes de psychose, j'avais des gens autour de moi, que ce soit mes parents, que ce soit des amis, frères et sœurs. Là, c'était à votre tour. Là, c'était à mon tour de devenir un membre de l'entourage. Fait que, comme membre de l'entourage, j'avais aussi à accompagner la fille de Fabienne, le fils de Fabienne. Eux étaient membres de l'entourage quand même de Fabienne, mais d'une certaine manière, j'avais à les épauler là-dedans. Tu sais, puis j'avais mon fils en plus. Fait que j'ai trouvé ça, c'est toute une expérience. C'était toute une expérience. Puis je me souvenais aussi que la meilleure amie de Fabienne, elle était décédée d'un cancer, puis ça a toujours frappé Fabienne, tu sais. Puis après ça, bien, c'est ça. Donc, ça s'est bien passé. Ils ont découvert, évidemment, un cancer des ovaires, parce que souvent, le cancer des ovaires, il est caché, puis bon, quand ils ouvrent, ils font le ménage, comme on dit, là. Fait que... Et là, Fabienne est en rémission? Oui, ça fait 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans. Puis, bon, elle se sent mieux, là. T'sais, il y était des temps, là, bon, le soir, régulièrement, elle m'en parlait, tout ça. Puis, sur Internet, elle va les fouiner un petit peu, puis savais-tu que Linda, pas Linda Lemay, là, mais comment elle s'appelle, là, la comédienne, là... Annick Lemay. Annick Lemay. Parce qu'elle aussi a eu quelque chose de solide, puis, bon... puis là, elle me parle de la perte des cheveux d'un, puis tout ça, puis bon... Mais c'est devenu positif. Alors, ça, c'est une bonne chose. Écoute, Fabienne, c'est une femme d'esthétique. Elle perd ses cheveux, perd ses cils, puis tout est le kit. Là, fait que ça c'était... j'ai eu beaucoup à accompagner. Je vais t'aimer, moi. Oui. Là, je vais c'est t'aimer. Difficile pour une femme. Oui. J'en sais, parce que moi, j'ai perdu ma meilleure amie, puis quand ses cheveux... ils tombaient, là. C'est leur fierté, puis c'est difficile. Oui, c'est ça. Fait que, tu vas parler de problèmes de santé mentale, mais quand tu vis une détresse qui est plus, entre guillemets, physique, bien, il y a un problème psychologique qui est lié à ça. Oui. Automatiquement. Oui. Tu sais. Puis en plus, tu risques de perdre la personne. Fait qu'il peut y avoir un deuil. Alors, c'est énorme. C'est énorme. On a beau dire de façon rationnelle que la souffrance puis le deuil, ça fait partie de la condition humaine, et c'est réel, mais de le vivre, avec toutes les émotions qui sont liées à ça, c'est autre chose. Puis c'est normal. Oui. Monsieur Langlois, j'ai une question à vous poser. Non, voyons! Une grosse question. Oui. Est-ce que vous avez peur de retomber dans une psychose? Ça vous fait-tu peur? La première des choses que je vais te dire, Marie-Hélène, moi, le mot retomber ou le mot rechuter, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Ça, c'est pas dans votre vocabulaire. Non, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. S'il arrive quelque chose, ça va être un nouvel épisode, ou une nouvelle expérience. Parce que je dis toujours, je suis une personne qui a vécu l'expérience de. Alors, c'est un peu la même chose. Est-ce que j'ai peur? Et j'y pense pas au jour le jour. Je prends ma médication. C'est-tu parce que vous ne voulez pas y penser? Peut-être. Possiblement. Je vis un petit peu d'anxiété présentement moi-même. Pourtant, je ne suis pas le gars le plus anxieux sur la planète, là.
liées, par exemple, à, pas la pandémie tant que ça, mais plus, par exemple, le conflit en Ukraine, par exemple, quand je vois les réfugiés, tout ça, ça vient me chercher. Ça vient me chercher. J'aimerais ça, moi, demain matin, là, intervenir auprès de ces gens-là, puis leur enseigner le français, puis leur donner un coup de main dans le quotidien. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. Mais est-ce que j'ai peur? Je peux... Ça fait quand même depuis 2008 que je n'ai pas vécu d'épisode, mais je sais très bien que je ne suis pas à l'abri. Et en même temps, il n'y a pas personne à l'abri. Ça aussi, tu sais, mais... Personne n'est à l'abri de... Non. Mais ça, je le sais. T'sais. Des fois, je vais rentrer, on va dire, bon, par exemple, une personne sur 5 vit ou va vivre avec un problème de santé mentale. Puis là, tu as 100 personnes devant toi. C'est laquelle? C'est ça. On sait qu'il y en a 20, là. OK? Bon. Tu peux le dire en riant, tu peux le dire en souriant, tu peux le dire en questionnant, puis en restant stoïque. Mais c'est la réalité pareille. OK? Quelle forme ça prendra, on ne sait pas. OK? Moi, ce que je veux, c'est que je veux que les gens comprennent que l'espoir est là, que le rétablissement est là, qu'il y a moyen d'avoir une très, très belle vie, malgré le fait qu'on ait des passages à vide à un moment donné qui peuvent durer des fois assez longtemps aussi. Ça dépend des personnes, parce que le temps, c'est différent d'une personne à l'autre, là. N'en déplaise aux compagnies d'assurance. Oui. Je ne reviendrai pas là-dessus. En tout cas, je l'ai dit, j'ai dit mon petit mot éditorial. Toujours est-il qu'effectivement, c'est très, très différent d'une personne à l'autre. Moi, j'ai des amis qui ont vécu au niveau du trouble bipolaire, puis bon, ça s'étire encore aujourd'hui, alors que moi, j'ai une super belle vie là, depuis plusieurs années. Puis ça a duré un peu plus qu'un an, c'est tout. Avec un nouvel épisode, par contre, là, qui est arrivé en 2008, mais qui n'a pas duré. Croyez-vous que Fabienne a les outils nécessaires pour venir voir ça, si jamais... Elle est pas mal, pas oui, pire. Hein? Oui. Elle est pas mal pas pire. Elle est pas mal pas pire. D'ailleurs, ça nous arrive d'avoir des bonnes discussions là-dessus. Puis même à Fabienne, c'est le style « Te souviens-tu à tel moment? » Moi, je pense que tu n'étais pas vraiment correct à ce moment-là. Puis là, on n'est même pas dans les 2 épisodes qui sont rencontrés à l'intérieur. Fait que, tu sais, je suis accompagné d'une personne qui est quand même lucide, tu sais, qui voit clair, mais qui, comment dirais-je, elle vit avec Richard. Mais là, ça dépend comment est-ce que tu détermines. Richard, c'est pas un bipolaire pour elle. Non. T'sais, je comprends. C'est ça qui est important. Richard, c'est un amant extraordinaire. C'est un gars qui collectionne les cartes de hockey. C'est un gars qui s'amuse avec la vie. C'est un gars qui donne des belles conférences, qui participe à toutes sortes d'activités médias. Pour elle, sa perception de moi est plus liée aux forces, aux intérêts, aux passions, des choses comme ça. Mais elle sait que le diagnostic est là pareil. Mais je ne suis pas envahi par un diagnostic. Okay? Ça pourrait arriver encore. En vieillissant, elle me disait ça d'ailleurs cette semaine, elle dit, ce que je comprends, elle dit, on dirait qu'en vieillissant, ça devient de moins en moins pire. Moi, je ne le prends pas comme ça. Moi, je me dis, s'il pourrait arriver quelque chose, il arrivera quelque chose. T'sais? Ceci étant dit, je trouverais ça plate en maudit. C'est certain. T'sais, à l'autre de la retraite, en plus. Oui. J'y pense, là. Je vais vous demander, dans votre livre, vous parlez de la santé globale, oui. Spiritualité, oui. Puis en passant par la j'ai toujours de la misère à dire, stigmatisation. Oui.
La spiritualité, c'est quoi qui est important pour vous via santé mentale? Bien, c'est pas compliqué. Je veux dire, pour moi, la spiritualité, c'est le sens qu'on donne à la vie. Pour prendre une image biblique, là, dans la Bible, on dit « construire sur le roc ». Bon, c'est le roc. C'est ça pour moi, la spiritualité. Ça n'a pas de lien avec la religion. On peut avoir une belle spiritualité en utilisant une religion, mais on peut avoir une très belle spiritualité sans religion. C'est ce que je pense. Mais il y a toujours un lien avec le sens que l'on donne à la vie et les valeurs qui y sont rattachées. OK? Et par conséquent, les décisions que je prends dans la vie sont associées à ces valeurs-là et au sens que j'y donne. Ceci étant dit, et le sens et les valeurs peuvent être en évolution aussi, avec le temps. Parce que, en vivant d'autres expériences, bien là, je peux prendre conscience de d'autres éléments qui peuvent m'amener à changer mes perceptions, tout simplement. Bien, Monsieur Langlois, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et moi, ce que je voudrais dire sur votre livre, c'est pas besoin être pris avec un problème de santé mentale pour le lire. Oui, si vous êtes pris avec un problème de santé mentale également, et pour les proches aidants aussi. Pour les proches aidants, puis je te dirais, c'est pour tout le monde, en fait. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui est intéressé au sujet. Oui, moi, j'ai du monde, même chef de programme dans le réseau public, j'en ai j'ai des membres de l'entourage, des pères aidants, il y en a pour tous les goûts là-dedans, là, fait que, moi, je voulais faire une réflexion puis je voulais que ce soit un legs. Donc, pour moi, c'est important de réfléchir sur une foule de choses. On parlait tantôt de stigmatisation. Bon, mais je voulais qu'on réfléchisse sur les mots, par exemple, les mots qu'on emploie. Je pense que en tout cas, je suis allé plus loin que je pouvais aller. J'en ferai un autre demain. Peut-être que je pourrais aller encore plus loin. Mais... Est-ce que vous allez en faire un autre? Je ne répondrai pas à cette question-là, Marie-Hélène. Qu'est-ce que tu veux bien? Bien, en tout cas, un gros merci. Puis continuez à aider les gens. Bien, écoute, ça me fait plaisir. Puis, il faut toujours se dire que c'est les gens qui acceptent de se responsabiliser pour avancer dans la vie qui vont s'aider. Moi, je suis comme une courroie de transmission. Puis, voilà. Bien, merci. Merci, Marie-Hélène.